Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver dans ce petit marathon que j'ai entamé là il y a quelques jours avec les previews pour cette saison 2025. J'ai failli dire 2012, alors je ne sais pas pourquoi 2012 a popé dans ma tête. Vraiment, me demandez même pas, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer dans ma tête. Mais bon, 2025, 13 ans après 2012. Essayons de reprendre le fil. Comme d'habitude, avant de commencer le petit instant promo, je vous rappelle bien sûr que cet épisode et tous les précédents, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, vos plateformes de podcast préférées. De même, vous pouvez me retrouver sur YouTube, le Homera est sur les réseaux sociaux, même si, comme j'ai dit souvent, je ne suis pas très actif, mais je suis un peu plus actif quand même ces derniers temps. Vous pouvez voir que le début de saison commence parce que je retweet, je quote, etc., etc. Je partage des stories Instagram. Attention, est-ce qu'on est de retour ? Peut-être bien. Et on va y aller sans plus tarder, parce que déjà le dernier podcast était assez lourd, un peu plus de 2 heures je pense. Là on va essayer de faire quand même un peu moins. Dans tous les cas, je vous rassure, ça sera chapitré, comme ça vous pouvez aller directement aux parties qui vous intéressent, voir un peu quelles sont vos préférences et avoir un petit résumé de tout ce dont je parle, parce que moi j'adore parler, donc c'est ce qui fait que les podcasts peuvent être très longs. Vous pouvez l'entendre rien qu'avec l'intro que je suis en train d'allonger. Mais il n'empêche que vous pouvez vous diriger via le chapitrage vers les parties que vous préférez. Eh bien, ma foi, on va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des grosses conférences du pays. On va faire une preview complète sur la fameuse Big 12. Alors, avant de parler des équipes, je vais rappeler quand même que la Big 12 a subi quelques changements. Déjà, la saison dernière, il y avait eu pas mal de facultés de mid-majors qui étaient arrivées, comme par exemple Cincinnati, comme UCF. Je les cite parce que ce sont des facs qui ont en plus fait de très bonnes saisons pour leur première en Big 12. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la Big 12 s'attendait à un gros départ, un départ massif. Et oui, ça y est, 2025 c'est l'an 1 sans Texas et Oklahoma. Les deux rejoignent la SEC, et je rappelle quand même que Texas, c'est l'une des facs les plus titrées en termes de college baseball. Oklahoma, c'est une fac référencée en termes de college baseball, peut-être pas autant titrée, mais en tout cas référencée, a participé à pas mal de College World Series au sein de son histoire, tout au long de son histoire. Et je rappelle également qu'en termes même de bilan, rien que l'année dernière, les deux étaient encore dans le tournoi national la saison dernière, et Oklahoma avait remporté la saison régulière de Big 12. Donc avec ce départ, c'est quand même un gros trou qu'il y a à combler, un trou qui pourrait être comblé par Arizona et Arizona State. Il n'est pas à se rappeler bien sûr que ces deux facs sont aussi des facs historiques, je veux dire de la Big 12 non, mais du college baseball en général, puisque Arizona ça doit être 4 titres et Arizona State c'est 5 titres, quelque chose comme ça. Donc à eux deux c'est 9 titres. Dans l'histoire, ce n'est pas rien, bien au contraire, ce sont les facs les plus victorieuses, parmi les facs les plus victorieuses. Quand on regarde aussi les Texas, les LSU, et bien entendu, pour l'instant, l'indéboulonnable USC. Avec ces deux facs Pac-12, une autre fac Pac-12 arrive, c'est Utah. Et Utah, en plus, ils sont quand même sur un bon petit stretch. Ils sont en train de reformer un peu tout ce qu'ils font en termes de logistique, en termes d'infrastructure, au niveau de leur partie baseball, on va dire. Et ils ont en fait cette envie rebondir un peu sur cette vague positive pour pouvoir être plus qu'un faire-valoir. On va pouvoir commencer cette fois-ci la preview. On va faire un peu comme ce qu'on a fait pour la Big Ten lors du précédent podcast. Au lieu de vous faire un pur classement, je vais faire des zones. Donc tout d'abord la zone basse, c'est-à-dire les équipes pour lesquelles pour l'instant en termes de preview, ce sont les équipes que je vois le moins avoir une chance de faire quelque chose de grand cette saison. Et donc peut-être un peu moins de chance, ou même beaucoup moins de chance, d'aller, pourquoi pas, au tournoi national. Ensuite, on aura la zone moyenne. Ce sont ces équipes qui n'apportent pas assez de garanties pour être vraiment parmi le haut du panier en termes de pré-saison, en termes de preview, mais qu'il va falloir quand même surveiller un peu comme le lait sur le feu. Et enfin, on aura notre zone haute avec ce que je considère comme étant les favoris au départ de la saison.
Je rappelle bien entendu que ce ne sont que des previews. Donc si par exemple je dis que telle équipe termine pour moi dans la zone haute et au final on voit qu'ils ont une saison ratée à cause de plein de facteurs différents, il ne faudra pas venir me tomber dessus. Enfin, vous pouvez me tomber dessus, c'est le jeu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des previews. Bien sûr, aucune boule de cristal. C'est du college baseball. Comme je vous l'ai dit, c'est un des sports ou une des disciplines les plus homogènes en général. On n'est jamais à l'abri de voir un gros se louper complètement à cause de blessures, par exemple. On l'a vu même la saison dernière encore une fois. Et on peut voir des, entre guillemets, petits nous surprendre par la qualité, en fait, inattendue de certains joueurs, par les breakout years de certains joueurs, par exemple les coordinations, par aussi l'expérience, je le rappelle assez souvent, mais les facs qui ont pas mal de seniors ou de juniors dans leurs effectifs, bah, partent avec quelque part aussi des certitudes. Donc ça aide quand on parle de baseball et notamment de baseball universitaire. Voilà pour ce préambule et on va pouvoir commencer la preview. Et donc pour commencer cette preview, commençons par la zone basse. La première équipe qui me vient en tête, malheureusement c'est un peu facile, c'est Baylor. Alors, Baylor, il faut le savoir, ça fait quelques saisons que c'est assez compliqué. Pourtant, Mitch Thompson, le coach, essaye de mettre en place certaines choses. Les choses qui peuvent être intéressantes pour Baylor, c'est que déjà, il y a pas mal de joueurs qui restent. Et donc Baylor va avoir une équipe assez expérimentée, voire entre guillemets vieille. Et comme je l'ai dit juste il y a quelques secondes ou quelques minutes, avoir une équipe expérimentée en college baseball, ça peut compter. Donc, ce qui est intéressant pour eux, c'est cet âge, on va dire. Par contre, il y a beaucoup de déséquilibre. Déjà, en termes de déséquilibre, on peut regarder le pitching staff. Le pitching staff, pour le coup, il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent et beaucoup de nouvelles personnes en général, puisque même le pitching coach change. On a besoin de 109 pour essayer de relancer une machine, parce que, comme je dis à chaque fois, des offenses en termes de college baseball, en général, on a ce qu'il faut. Même en mid-majors, même les équipes entre guillemets les plus faibles du plateau, des 300 universités, 300 et quelques, on a quand même toujours, des gens capables de frapper, capables de courir, capables de travailler sur base, capables d'apporter des points. Donc en college baseball, c'est pas là qu'on va se focaliser. Ce sur quoi on va se focaliser, c'est le pitching et la défense au global. Et le problème avec Baylor, c'est que le pitching n'a pas été vraiment incroyable. Et il y a en plus, là, encore une fois, pas mal de turnover, pas mal de changements. Ce qui est intéressant de ce que j'ai lu sur les rapports, notamment de côté D1 Baseball, c'est que même s'il y a du changement, on trouve qu'en termes de potentiel, il y aurait normalement des améliorations. En termes aussi de profondeur, c'est quelque chose qui était très important pour Mitch Thompson. Cette fois-ci, il y a beaucoup plus de pitchers, beaucoup plus de profondeur et d'homogénéité. Le problème pour eux, c'est de voir en fait comment va se passer, on va dire, l'adaptation des joueurs, notamment des pitchers, voir un peu comment ça peut se passer pour eux. Si on rentre un peu plus dans le détail, mais très rapidement, on peut regarder encore une fois que du côté du line-up, on est plutôt tranquille. Il y a pas mal de joueurs qui sont très intéressants, et notamment il y a Wesley Jordan. Wesley Jordan, je rappelle que l'année dernière, c'est quand même un OPS de 1.086, avec une moyenne à la batte de .331. Slugging percentage de .632. Donc encore une fois, quand vous entendez ces chiffres presque de jeux vidéo, il faut vous rappeler quand même que c'est au niveau du college baseball, donc c'est pas au niveau professionnel, mais malgré tout, ça montre quand même un certain talent. Ça sera clairement un peu on va dire, le joueur principal, mais on parle pas mal de joueurs, comme j'ai parlé, des joueurs d'expérience, et parmi les joueurs d'expérience, on peut penser à Ty Johnson, on peut penser à Enzo Apodaca, j'ai failli dire Apocada, mais c'est Apodaca. Apodaca, c'était un transfert, c'est sa 5e saison, et à la base, il était à Gonzaga. À Gonzaga, il a été très bon, donc à voir comment il va s'établir. En termes en ce qui concerne, Ty Johnson, je rappelle que lui vient du JUCO à la base, et donc là c'est sa 2e ou 3e saison, 2e saison de côté de Baylor, donc à voir ce qu'il va pouvoir apporter encore plus en termes de leadership. En termes de pitching, s'il y a un mot à retenir, parce que comme j'ai dit, le pitching c'est la grosse question, ce que j'ai lu c'est Ethan
Calder, c'est un junior. L'année dernière, c'est 3,23 diarrhées en 55 manches lancées. Euh, on va voir si, en lui donnant un rôle plus compliqué, enfin plus établi en termes de starter, pourquoi pas en termes de days potentiel, est-ce qu'il va pouvoir confirmer? C'est un peu le doute qu'on peut avoir là-dessus, c'est ce que j'ai pu lire dans les rapports. Donc encore une fois, Baylor, sachant que l'année dernière déjà c'était pas fameux, c'était 22 victoires, 31 défaites au global, 10 victoires, 20 défaites en Big 12, sachant qu'il ramène quand même pas mal de pièces qui étaient déjà là depuis une saison, deux saisons, voire 3 ou 4, même 5 saisons, ça reste intriguant. Pour l'instant, je les mets quand même dans la zone basse, puisqu'il y a trop d'interrogations et on vient de 2 saisons vraiment catastrophiques. Voilou pour Baylor. On va passer du côté de BYU, on va donc partir dans l'ouest, le pur ouest. BYU, Brigham Young pour les intimes, est arrivé la saison dernière, il venait de la WCC, si je me rappelle bien, et ça s'est pas bien passé. Je pense que c'est peut-être le pire bilan ou l'un des pires bilans à égalité avec Houston. 7 victoires, 23 défaites en Big 12, un record total de 21 victoires, 31 défaites. Donc on va dire que le calendrier hors conférence les a aidés à se rapprocher un peu plus de quelque chose de, on va dire, moins catastrophique. Mais ça a été très compliqué, puisqu'ils ont transitionné d'une mid-major, d'une conférence mid-major à la Big 12, quand même peut-être la 3e meilleure conférence du pays, surtout maintenant qu'il n'y a plus de la Pac-12. Et ils sont arrivés avec notamment pas mal de très jeunes joueurs. Ce qu'on peut espérer, c'est ce que je lisais un peu, c'est que justement l'expérience acquise dans la douleur la saison dernière peut aider ces joueurs qui gagnent en expérience à avoir une meilleure expérience cette saison. Il y a aussi eu des transferts pour apporter de l'expérience assez rapidement, puisque voilà, les transferts, c'est un moyen assez rapide de pouvoir amener des gens qui ont déjà plus d'expérience, des juniors, voire des seniors, etc., etc. Et il y a un transfert dont il va falloir continuer à regarder un peu sa progression, c'est Ryder Robinson. Ryder Robinson, c'est un joueur qui était du côté de TCU. Alors, il a subi une forte concurrence à TCU, donc il n'a pas non plus joué énormément de matchs, mais c'était un true freshman, il faut le savoir aussi. Ses chiffres sont pas incroyables, la moyenne à la batte c'était de .215, son OBP c'est .316, son slugging percentage c'est .302, donc c'est vraiment limite, surtout quand on parle de college baseball. Mais encore une fois, on parle d'un joueur qui était true freshman. Là maintenant il arrive en tant que sophomore du côté de BYU dans un endroit où il y aura quand même moins de concurrence, où il va pouvoir exprimer son talent. Et l'espérance, c'est ce que je disais, c'est que justement il puisse avoir une sorte de breakout year. On s'attend pas à ce que d'un coup il frappe avec une moyenne à la batte de plus de .300, etc., etc. Mais ce qu'on veut voir, c'est un joueur qui est capable de s'établir en tant que un joueur assez fort, assez constant, d'une conférence élevée. Voilà pour faire simple. À part ça, on va regarder aussi pas mal de ce qui va se passer du côté du pitching staff, puisque pour le coup, le pitching staff, il y a aussi des joueurs qui viennent de transfert, comme Jaden Harris qui vient justement de Utah, mais ce sont des joueurs qui n'ont pas prouvé au plus haut niveau du college baseball malgré tout. Donc il va falloir regarder un peu comment ça se passe. Je sais que de ce que je disais, il y a 2 joueurs dont on attendait beaucoup en tant que freshman, mais ils ont du coup au redshirt à cause de blessures, c'est Maddox Peck et Kayson Bell, donc retenez ces noms si vraiment vous allez suivre le Big 12 Baseball. On espère justement que ces joueurs-là vont revenir de leurs blessures en forme et qu'ils vont pouvoir apporter ce boost dont le pitching staff a besoin. J'ai pas assez de recul sur BYU pour vous donner beaucoup plus d'informations, mais en tout cas, c'est une équipe pensant que je mets en zone basse avec, pareil, beaucoup plus de questions que de solutions, entre guillemets, et c'est pourquoi je viens de parler de ces derniers. Parlons de Houston maintenant, comme ça c'est fait. Houston, c'est comme BYU, transition d'une mid-major. Pour le coup, Houston c'était en AAC, ils sont venus en Big 12. Si ça fait sens pour des sports comme le basket notamment, où Houston a toujours eu un programme assez fort dans ce niveau-là. Au niveau du baseball, la transition a été compliquée. Pareil que BYU, 7 victoires, 23 défaites dans la Big 12, 26-28 au global. Donc le calendrier hors conférence a permis encore une fois d'avoir un bilan un peu plus
proche des 50%, donc un peu plus conforme à ce qu'on peut attendre d'une fac qui était quand même une fac intéressante de la AAC en termes de baseball, peut-être pas le top, East Carolina est clairement le top là-bas, il y avait même des UCF ou autres qui étaient un peu plus avancés, mais Houston avait quand même son mot à dire là-bas. Par contre, en Big 12, ça a été très 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 compliqué. Et en plus de ça, et pourquoi ils sont en zone basse, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations puisque le groupe a été renouvelé. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, que ce soit dans le line-up ou dans le pitching staff, même si le pitching staff, pour le coup, c'est un peu le contraire des autres previews, c'est que le pitching staff a un peu plus de joueurs qui reviennent que le line-up. Les deux précédentes previews, c'est un peu le contraire. On va voir ce que ça va donner, parce que même s'il y a un peu plus de retours, je rappelle que l'année dernière, leur IRA en tant qu'équipe, c'était 5.59, donc rien de transcendant. Ce qu'ils espèrent avec l'arrivée de 109, notamment du côté de l'infield, c'est d'avoir une défense beaucoup plus potente, pouvoir aider en termes de fielding des pitchers qui ne sont pas non plus ce qui se fait de mieux en termes de pitching. Alors, il y a un joueur qu'il va falloir retenir côté Houston, c'est Cade Climie. Cade Climie, il était à Texas A&M. Ensuite, il est parti du côté de Blinn College. Je le rappelle d'ailleurs, j'en avais parlé, je pense, pas de l'épisode précédent, mais l'épisode d'avant. Blinn College, ce sont les champions de la NJCAA 2024, l'édition 2024. Et du coup, il y a eu pas mal de joueurs de ce groupe talentueux qui ont profité pour venir signer en NCAA D1 Baseball. Donc, Cade Climie a rebondi là-bas, il a été très intéressant. Ces chiffres, ce sont des chiffres par rapport au JUCO, mais c'est quand même intéressant de voir ces chiffres de jeux vidéo. Il avait notamment un OPS de 1.305. Je pense que l'année dernière, c'est 20 home runs, 74 points produits, une moyenne à la batte de .394, enfin bref. Encore une fois, le JUCO, c'était clairement pas à son niveau, il était bien plus fort que cela, et maintenant, il va falloir qu'il montre que non seulement il est prêt, mais que ça peut devenir un vrai prospect pour la draft à venir. Donc il y a deux choses qui font que voilà, c'est un joueur dont on attend beaucoup de choses, c'est que en tant que troisième base, on espère de lui des bonnes qualités défensives et un sérieux qu'il va vouloir démontrer justement pour aussi faire monter en hausse ses stocks de draft. Et après, on va vouloir que ce qu'il a montré en termes de bat puisse se traduire à une échelle NCAA quand même, de la meilleure des manières. S'il a les mêmes chiffres que l'année dernière, alors là oui, on a un top prospect parce qu'avoir 1.305 d'OPS en NCAA D1 Baseball, c'est déjà arrivé, mais c'est arrivé pour des joueurs stars du college baseball. Quand je dis c'est déjà arrivé, peut-être pas à ce chiffre-là exactement, mais je veux dire pas loin de ces chiffres-là, mais c'était du Dylan Cruz par exemple en 2023, c'était peut-être du Charlie Condon en 2024. Je veux dire, on parle de ce genre de joueur. S'il arrive ne serait-ce qu'à montrer de la discipline, continue à montrer ce que sa puissance est capable de faire en termes de college baseball, en termes de NCAA, alors là, Houston a en son sein un leader potentiel de son line-up. Voilou pour Houston, je peux vous donner peut-être un nom de pitcher. Là, pareil, comme je dis, il y a eu pas mal de turnover, même si en pitcher c'est un peu moins le cas, mais il y a un joueur qui va, quelque part, comment je peux dire ça, va être un peu la curiosité du côté de Houston. C'est un joueur très expérimenté, il a eu des blessures. En tant que freshman à l'époque, il avait été incroyable, mais sur un très petit échantillon. C'est, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. C'est Antoine Jean. J'avais du mal, parce qu'en plus c'est un Canadien, et en fait j'avais noté, faut que je parle du Canadien. Mais c'est Antoine Jean, excusez-moi. Et en fait, du coup, comme je l'ai dit, en 2020, saison Covid, il était du côté d'Alabama, un IRA de 3.18, mais c'était que sur 3 starts. Et 2020, c'est à 5 ans maintenant, c'est-à-dire 6 saisons quasiment. Et d'ailleurs, c'est pourquoi que ce joueur est maintenant un 6-year senior. Donc le temps passe vite. Il a été blessé en 2023, il a eu du mal, il est revenu ensuite, et c'était sa première saison du côté donc, de Houston en 2024. Il a fait 14 starts. C'était pas non plus incroyable, mais on espère justement que cette année, il va pouvoir apporter toute son expérience. Donc, attendons pas trop de folie de la part de Houston. Si le talent, et l'objectif c'est que ce talent se montre surtout défensivement, clique, alors Houston peut être beaucoup plus intriguant et beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, trop de questions pour les mettre dans une zone plus haute que la zone basse.
Et bah voilà, j'ai que 3 équipes pour le coup dans la zone basse en termes de pré-saison, en termes de preview. C'est-à-dire que pour moi, le reste euh, est assez homogène, surtout en termes de zone moyenne. On va donc passer à cette fameuse zone moyenne. Ce sont ces équipes qui, pour moi, ont peut-être un peu trop de questions pour être vraiment dans le haut du panier, mais pourraient nous surprendre ou pourraient confirmer la surprise qu'elles ont été la saison dernière. La première équipe dont j'ai envie de parler, c'est un nouveau venu, une nouvelle arrivante, c'est Utah. J'en ai déjà parlé en début de podcast, mais Utah, il y a cet optimisme qu'a rapporté Gary Anderson. L'année dernière, c'est 16 victoires, 14 défaites en Pac-12, dans leur dernière saison Pac-12. C'est 33-22 au global. C'est une équipe qui, sans être incroyable, a montré de belles choses dans les deux côtés du terrain. C'est-à-dire qu'en termes de line-up, ça n'a pas été incroyable, mais je veux dire, ça a été intéressant. Le joueur à retenir, c'est le shortstop Corey Jackson. L'année dernière, c'est .989 d'OPS notamment, et c'est un joueur aussi très dynamique sur base, en témoigne ses 17 bases volées. On parle aussi de Matt Flaherty, j'avais vu qu'il a joué deuxième base, c'est un joueur que je connais pas, c'est pour ça que je vous dis par rapport au rapport d'un baseball. L'année dernière, c'est .801 d'OPS. Donc, ces joueurs-là, qui en plus font montre entre guillemets de pas mal de qualités, notamment athlétiques, et c'est le cas pour Corey Jackson, vont être un peu les témoins ou on peut dire ça, les représentants de ce que d'être capable de faire les joueurs de position du côté d'Utah, que ce soit en défense ou en termes de line-up, en termes d'offense. C'est clairement ces joueurs-là qui sont notés comme étant les joueurs qui vont permettre de déterminer le pouls du fielding et le pouls du line-up en termes offensifs. Maintenant, du côté du pitching, je sais que j'avais lu, comment il s'appelle, Bryson Van Sickle, je sais pas comment on le dit. C'était un des gros joueurs, 15 starts l'année dernière, et 2,67 d'IRA. Il termine Pac-12 Pitcher of the Year, ce qui fait complètement sens, 15 starts, enfin voilà, très solide, il a eu beaucoup de charges de travail. Et son comparse Micah Ashman a également eu pas mal de travail, mais lui en termes de closer, puisqu'il termine avec un IRA de 3.08 et 11 saves. On dit que le pitching staff, puisque pareil ce sont pas tous des joueurs que je connais, mais j'avais déjà lu des joueurs comme Merritt Jones également, qui vont être aussi des témoins, un peu des étalons sur la bonne santé ou non du pitching staff, puisque c'est ce genre de joueur dont on espère des progressions. C'est un starter, mais qui n'a pas été incroyable. Là, il arrive en tant que junior avec plus d'expérience, et on espère qu'une progression va être vue pour ce joueur pour fermer un peu cette rotation dont on dit le plus grand bien du côté d'Utah. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur Utah. On espère que ça va cliquer en termes de pitching staff. On espère que Corey Jackson va continuer clairement à montrer ce qu'il est capable de montrer. C'est un peu lui, la star de l'équipe, on va dire. Donc si vous tombez sur des matchs d'Utah, si vous voyez un gars courir partout, notamment sur base, un gars défensivement partout en tant que shortstop, c'est Corey Jackson. Et c'est le joueur vraiment à suivre du côté d'Utah. Et on va dire que c'est le leader qui va permettre de, encore une fois, déterminer le pouls de cette équipe en Big 12. Parlons maintenant de l'une des surprises de la saison dernière en Big 12 pour sa transition AAC Big 12, une autre équipe qui venait de l'American Athletic. C'est Cincinnati. Cincinnati était un programme, on ne savait pas trop où ils allaient. Puis on a eu leur nouvel entraîneur, Jordan Bichel, ou Bichel, je ne sais pas comment on dit, encore une fois, qui est arrivé. Il est arrivé en provenance de Central Michigan. Avec Central Michigan, il a été successful. Et donc Cincinnati a voulu amorcer une transition positive en le recrutant. Il a clairement tourné les choses de manière positive, puisque l'année dernière, Cincinnati, c'est 17 victoires, 13 défaites en Big 12, c'est 32-25 au global. C'est une équipe qui a été très intéressante à suivre, notamment avec un pitching staff qui a montré pas mal de choses intéressantes, surtout en termes de profondeur. C'est aussi une équipe qui a été réputée sur son outfield. Je rappelle que son outfield est spécial, parce qu'en fait, il joue avec sur les 3 positions de l'outfield, leurs 3 joueurs sont en fait des spécialistes du champ centre en fait.
On va voir en fait comment ça se passe, puisqu'en plus Jordan Bichel, il a été connu, hein, c'est ce que je lisais sur Dernier Baseball, comme étant un coach du côté de Central Michigan qui aimait bien travailler sur tout ce qui est, comment on peut dire ça, amener du chaos offensif, c'est-à-dire tenter avant tout d'amener de la batte, de la puissance, d'amener, voilà, encore une fois, ce chaos. Donc, en termes d'équipe, il avait des équipes qui terminaient peut-être avec pas mal de strikeouts, puisque c'est des joueurs qui étaient encouragés à chasser les pitchs, mais par contre, ça a aussi donné des attaques très potentes, et notamment à Cincinnati, ça s'est bien passé. Euh, on va voir comment ça se passe aussi en termes de... comment je peux dire ça? En termes de jeu à domicile, voilà, là c'est un peu le côté foot qui est revenu dans ma tête. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Cincinnati l'année dernière, ils ont très bien défendu leur terrain. Euh, les gens de la Big 12 qui sont venus jouer du côté de Cincinnati ont terminé avec un bilan de 5 victoires, 10 défaites face à ces derniers. Donc on va voir est-ce qu'ils sont capables de continuer un peu à défendre leur maison. Euh, Par contre, clairement, peut-être là où le bas blesse et là où on a vu certaines limites, c'est le fielding, c'est la défense. Comme j'ai dit, Jordan Michel, c'est avant tout un coach offensif. C'est un coach de chaos. Bah, pour le coup, défensivement, le chaos était aussi là parce que le fielding était à peine aux alentours des .970, je pense que c'est .971 ou .972, je ne l'ai pas noté pour être honnête. Mais je sais que j'ai noté en fait question mark fielding. Donc je sais que c'est aux alentours de .970. Euh, Clairement, s'ils veulent être plus que, comment on va dire ça, compétitifs, ou en tout cas encore plus compétitifs et vraiment faire partie de cette zone haute au final de la Big 12, bah, la défense va quand même poser question à un moment ou à un autre, puisque en phase 2, ils n'auront pas que des peintres. On espère que les joueurs, notamment les joueurs qui sont plus expérimentés, je pense à Carrington Cross, je pense à Lodenbrook, ce sont des joueurs dont j'ai noté les noms puisqu'ils étaient cités, vont pouvoir apporter de la tranquillité défensivement. Je sais qu'ils ont aussi récupéré un transfert, notamment pour la très importante position de catcher, c'est Jackson Nettily qui vient de Rutgers. On va voir comment il fait la transition de la Big 10 à la Big 12. Et puis, un autre transfert dont on parle beaucoup, puisqu'il a eu des bons chiffres, mais dans une division moindre, c'est Dawson O'Keefe, qui a terminé l'année dernière en .344 de moyenne à la batte, .448 d'OBP et .533 de slugging percentage. Euh, c'est un joueur apparemment en plus qui est versatile, puisque c'est un première base, mais il peut aussi dépanner en tant que catcher, c'est-à-dire qu'il pourrait permettre de alterner avec Nate Healy. On va voir un peu comment tout ça se passe en termes de line-up. Maintenant, forcément, on va regarder aussi ce qui se passe en termes de pitching. S'il y a un joueur dont j'ai noté le nom, c'est Carson Marsh. Alors, je sais que dans les rapports, j'ai beaucoup lu Nate Taylor. Nate Taylor, c'était le freshman, mais Nate Taylor, euh, comme c'est un freshman, on s'attend à une progression naturelle en tant que pitcher. Ça veut dire que ça va être le cas, mais c'est ce dont on s'attend. Carson Marsh, c'était aussi un freshman, mais il a déjà montré des choses très intéressantes. Et en fait, on va voir en lui donnant un rôle accru, c'est pourquoi je parle de lui plus que de Nate Taylor, en lui donnant un rôle accru, ce qui va être capable de rester toujours aux alentours des 4 diarrhées ou faire encore mieux. Il avait 4.09 diarrhées contre 5.45 pour Nate Taylor. Mais Nate Taylor, c'était vraiment un starter. Carson Marsh, c'était des apparitions. Il a fait un peu de start en middle week, il a fait du bullpen, et là, on veut le voir avec un rôle étendu. Euh, Ce sont un peu les deux joueurs qui sortent en fait, hein, et notamment ce Carson Marsh dont je répète le nom en continu, et ce sont les joueurs qu'il va falloir surveiller de près. Donc Cincinnati a quand même pas mal de promesses, mais encore une fois, c'est peut-être pas encore le haut du panier tant qu'ils ne régleront pas leurs problèmes défensifs. Parlons d'une équipe, alors, faut pas le prendre mal s'il y a des fans de Kansas State, puisque je vais parler de Kansas State, mais Kansas State en termes de baseball, surtout sur ces dernières années, c'est un peu le loser magnifique. C'est-à-dire c'est l'équipe qui a toujours des joueurs intéressants, incroyables et compagnie, et à chaque fois en termes de collectif, ils jouent bien. Ils arrivent quand même à être souvent proches du 50% de victoire en Big 12, voire un peu plus. Mais à chaque fois, que ce soit à cause de la force du calendrier ou autre chose, il y a toujours quelque chose qui les empêche soit d'aller au tournoi national, soit vraiment
même s'ils vont tourner national, d'avoir un seeding vraiment intéressant pour pouvoir peut-être être un peu mieux loti en termes de tirage pour les regionals et compagnie. Bon, ils ont perdu du lourd par rapport à la saison dernière. Je le rappelle, leur star, Kalen Culpepper, a été pris au premier tour par les Minnesota Twins. Et oui, c'est pas le seul d'ailleurs qui est parti. Il y a eu quand même, voilà, il y a quand même un turnover en termes de stars assez important. Brady Day est également parti. Braden Jones, je pense qu'il est également parti. Je réfléchis. Tyson Neighbors, c'était le pitcher dont on parlait beaucoup, notamment j'en avais parlé dans la preview pour 2024. Le releveur, closer, mais qu'on espérait voir aussi pouvoir starter la saison dernière. Bon. On va voir, parce que ce groupe-là, les joueurs dont j'ai parlé, ce groupe-là, ont un peu cassé cette dynamique de loser magnifique dont je parlais en introduction. C'était fait expressément pour parler de ce qui s'est passé l'année dernière. Ils sont allés jusqu'au Super Regional l'année dernière, Kansas State. Et c'était vraiment une saison positive. Malheureusement, justement, avec ce groupe, dont la plupart sont partis, il faut reconstruire. Et c'est pourquoi, pour moi, ils sont dans la zone moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas tout en bas, parce qu'ils ont quand même quelques certitudes normalement. Ils ont aussi des transferts intéressants dont on va revenir. J'ai 2 joueurs dont j'ai envie de vous parler rapidement. Mais par contre, forcément, quand vous perdez autant de stars, autant de joueurs établis, autant de joueurs expérimentés et importants, c'est toujours une grosse question qui se pose. Est-ce que on va pouvoir voir des choses, un bon relais déjà de ceux qui étaient freshmen ou sophomore la saison dernière et qui vont maintenant avoir un rôle accru normalement, et également des transferts. Et donc pour Kansas State, on va pas tergiverser, on va clairement parler transfert. Le premier transfert dont j'ai envie de parler, il est japonais, puisque vous pensiez peut-être que Rintaro Sasaki a fait quelque chose d'incroyable qui n'a jamais été vu, jamais été fait. Eh bien non, c'est pas vrai. Je rappelle que Riku Nishida, qui était du côté d'Oregon, qui a d'ailleurs été drafté, si je me rappelle bien, en 2023. Moi j'ai une mémoire vraiment de poisson rouge, c'est incroyable. Mais vous pourrez vérifier si vous voulez, ou peut-être moi j'irai vérifier, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais j'en avais déjà parlé de Riku Nishida. Il avait fait donc, il avait décidé après ses années lycée au Japon de venir d'abord en community college, donc en JUCO, et ensuite il avait transféré du côté d'Oregon. Eh bien, Shintaro Inoue a fait un peu le même parcours. Si je me rappelle bien, il était en lycée, donc il est né au Japon, il a grandi au Japon, il était au lycée au Tamagawa Gakuen de Tokyo. Après son expérience lycéenne, il a décidé de venir aux États-Unis et donc il est parti en JUCO. Il est parti du côté de Western Nebraska Community College. Donc du côté de Nebraska, là-bas il a été intéressant, tout simplement, très intéressant. Et maintenant il arrive du côté de Kansas State. Et à Kansas State, voilà, il y a cette curiosité puisque c'est un joueur qui a été très bon des deux côtés du terrain, très sérieux. Un joueur qui défensivement ne vous pose pas problème et qui offensivement est capable de coups d'éclat, tout simplement. Il joue deuxième base. Et l'autre transfert dont j'ai envie de parler, lui, pour le coup, il était déjà en NCAA D1 baseball, il était du côté de Georgia State, donc dans une conférence aussi qui est réputée, je rappelle la Sun Belt. Et lui, l'année dernière, c'est quand même .888 d'OPS pour les Panthers de Georgia State, sachant que c'est un shortstop qui est également très très bon défensivement. Donc on attend de ces transferts-là. Alors, Martin remplace quand même un joueur comme Kellen Culpepper, mais c'est Kellen Culpepper a un peu joué partout dans l'infield, mais c'était un shortstop. En tout cas, c'était comme ça qu'on voulait le faire jouer le plus souvent. Maximus Martin va devoir faire, il aura fort à faire en remplaçant donc Kellen Culpepper. Shintaro Inoue va donc jouer deuxième base, donc on va avoir une connexion entre deuxième base et shortstop qui va être très 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 importante, notamment défensivement. L'autre chose qu'il va falloir regarder, pour le coup, c'est les pitchers. Les pitchers, est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait... dont je pourrais parler? Je suis en train de réfléchir parce que j'ai noté en fait un nom, mais j'ai pas noté grand-chose. Je sais pas pourquoi. Blake Dean, donc c'est un true freshman l'année dernière, et en tant que true freshman, il avait terminé avec un IRA de 4.72.
Il est capable de faire des relèves longues, il est capable de starter, et donc très certainement son rôle va être accru. C'est pour ça que j'avais noté son nom. Vous voyez, je me rappelle au moment où je parle, c'est incroyable. Et donc c'est pour moi le pitcher à suivre, parce qu'il va être un peu il aura une valeur d'étalon, tout simplement. Euh, je sais que ils avaient un autre pitcher dont j'ai aussi noté le nom, mais lui, pour le coup, on va voir, c'est capable d'avoir un impact immédiat. C'est un freshman, c'est Dante Lewis. Dante Lewis, c'est un joueur qui est capable d'avoir une balle rapide qui va jusqu'à 96 miles par heure. Donc c'est pourquoi on en parle souvent, puisque vous savez maintenant qu'on aime bien regarder tous ces joueurs qui sont capables de lancer de manière un peu insane assez facilement dès leur année, par exemple lycéenne ou première année universitaire, parce qu'on imagine que la progression va aller, comme il y a la maturité physique qui arrive, le côté athlétique, le travail également de développement, on imagine que ça peut aller encore plus loin. Donc pour le coup, c'est un joueur en plus qui est un two-way player, hein. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais noté. Je suis incroyable. Si je pouvais me filmer, vous allez voir la petite note, il y a écrit 2W. Et 2W, je me rappelais que c'est parce que j'avais écrit two-way, mais comme j'étais flemmard, j'ai écrit 2W et ça m'a porté préjudice parce que j'ai eu du mal à me rappeler qu'est-ce que 2W voulait dire. Bref, excusez-moi, je suis incroyable. Euh, c'est un gros athlète, hein, two-way, il peut jouer dans l'outfield. On va voir si il va vraiment être two-way, est-ce qu'il est capable de transitionner enfin, depuis le lycée à l'université en tant que two-way, est-ce qu'il est capable d'apporter des choses au niveau de la batte. C'est peut-être pas le genre le plus discipliné à la batte non plus, donc à voir également si ça fait sens de lui donner une telle charge de travail, ou est-ce qu'on va on va vouloir plutôt le mettre en focus sur le parti pitching. Donc je vais m'arrêter là pour Kansas State, sinon on est là pour des années, mais voilà, je vous ai donné quelques noms, notamment des transferts. Je vous ai rappelé que euh, comment il s'appelle, Sasaki, Rintaro Sasaki n'est peut-être pas le seul, c'est juste que c'est la star du lycée qui fait ce chemin-là, c'est pourquoi on en parle beaucoup, mais vous avez donc par exemple le fameux nouveau venu Shintaro Inoue du Kansas State qui rappelle que ça arrive, hein, de voir des jeunes joueurs de baseball japonais arriver par la petite porte entre guillemets, c'est-à-dire passer par les études américaines pour s'acclimater au jeu américain et pourquoi pas se faire une place et se montrer vis-à-vis de la draft. Voilou. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau, donc ça va être une transition musicale très rapide, pour pas avoir à faire un gros montage. Je reviens. Passons maintenant, on va dire, à la deuxième belle surprise de la saison dernière en Big 12. On va parler de UCF. UCF faisait aussi partie de ces équipes en transition, hein, qui venaient d'une mid-major et qui sont arrivées ensuite en Big 12. Ils venaient également de la AAC. Pour le coup, c'était une équipe qui était en pente ascendante en AAC, donc il était curieux de voir un peu comment ça allait se passer du côté de la Big 12. Alors, ce qu'il faut noter tout d'abord, c'est un très bon bilan au global, 37 victoires, 21 défaites. Un RPI qui était très très bon et qui leur a permis, hein, d'avoir un bid at large, puisque pour le coup, leur calendrier, leur bilan en conférence est un peu en dessous des 50%, hein, 14 victoires, 15 défaites. Mais ça ne les a pas empêchés de se retrouver repêchés pour le tournoi national. Et même au tournoi national, ils ont réussi à se battre de fort belle manière, parce qu'ils n'étaient pas si loin de pouvoir atteindre les Super Regionals. Il faut savoir que UCF repartait avec un nouveau coach, Rich Wallace, et justement, il devait un peu, comment je peux dire ça, surfer sur ce qui venait d'être mis en place en AAC de manière victorieuse, et amener également sa touche personnelle avec la culture qu'il souhaitait mettre en place. Ce qui est intéressant, et encore une fois ça rappelle ce que j'ai dit un peu auparavant, c'est que c'est une équipe qui était très bonne défensivement, donc que ce soit en termes de fielding, que ce soit en termes de bullpen notamment, hein, quand on parle de pitching staff. L'attaque pour le coup n'était pas le point fort principal, mais avec une bonne défense et on va dire une attaque, j'aime bien ce mot, hein, que j'avais lu sur les rapports, c'est une attaque opportuniste.
Du coup, ça leur a permis de faire des coups et des jolis coups et de se retrouver très clairement pendant un moment de la saison régulière, notamment ils étaient assez hauts dans la Big 12. Ils ont chuté surtout sur la fin et malgré tout, comme je l'ai dit, ça ne les a pas empêchés de finir en faisant une saison plus que positive avec ce passage du côté du tournoi national. Ce qui est bien pour eux, c'est que normalement, il y a des joueurs qui restent, hein. Il y a des joueurs qui restent par rapport à la saison dernière. C'est un groupe que l'on dit athlétique. C'est un groupe qui, en termes de pitching staff, n'a pas de grosses faiblesses collectives, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de joueurs incroyables en soi, mais par contre, ils ont des pitchers assez reliable, assez sûrs, on va dire, sur lesquels on peut compter en termes de charge de travail, en termes de manger assez d'innings sans pénaliser l'équipe, etc., etc. Donc on va voir s'ils continuent sur leur lancée, sachant qu'également, euh, ils ont aussi des nouvelles arrivées. Ils ont des nouvelles arrivées. Je sais qu'ils ont Kendry Maduro, dont on a parlé dans les rapports, qui vient de Northwest Florida State. L'année dernière, donc c'est du JUCO, donc l'année dernière, il a notamment eu une saison intéressante. Et sur sa carrière en JUCO, il a réussi à faire montre de puissance, en témoigne ses 27 home runs en 2 saisons. C'est pas le seul qui vient, mais c'est clairement l'arrivée, on va dire, principale à laquelle on peut euh, penser, sachant qu'en plus, on parle souvent de lui en termes de college baseball comme d'un potentiel 5-tool prospect. C'est-à-dire, vous savez, ceux qui ont à peu près toutes des qualités dans chacune des 5 catégories, on va dire, que l'on regarde quand on regarde un prospect au niveau du baseball. Mais s'il y a un joueur qu'on veut retenir du côté de UCF, c'est tout simplement leur lanceur, hein, de relève, Chris Sosnowski. Euh, L'année dernière, il a eu une sorte de breakout year. Euh, il a terminé avec un ERA de 3,44. Il a obtenu 6 saves. Ce qui est intéressant pour lui, donc voilà, vous avez compris, c'est un releveur slash plutôt closer ou fin de match, on va dire, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a montré une habilité à euh, frapper beaucoup, enfin je veux dire frapper, à lancer beaucoup dans la zone, euh, a perturbé pas mal les frappeurs en face de lui, puisqu'il a terminé avec un strikeout rate de presque 26%, ce qui est pas si mal, mais surtout, le ratio est intéressant par rapport à son walk rate, parce que son walk rate est à moins de 6%. Pour du college baseball, c'est très intéressant. Euh, c'est clairement la star un peu qui highlight ce que je venais de dire en termes de pitching staff qui est plutôt solide au demeurant. Il n'y a pas de grosses faiblesses, c'est ce qui fait qu'on est encore optimiste du côté de UCF. Ce qui fait qu'il reste dans la zone moyenne pour moi, c'est surtout la concurrence accrue, hein, qui arrive dans la Big 12. Alors je dis ça, c'est vrai qu'ils ont perdu Texas et Oklahoma, mais déjà en termes de nombre, on est sur un nombre plus important. Euh, Certes, on a perdu Texas et Oklahoma, mais on a récupéré quand même Arizona et Arizona State, qui ne sont pas non plus des petits programmes, surtout Arizona qui continue à être plutôt régulier en général. Donc tout ceci fait que voilà, il faut qu'ils puissent confirmer pour vraiment qu'on puisse les voir comme une équipe qui est plutôt du haut du panier, on va dire, de la Big 12. Voilou. On va parler d'une équipe qui nous a habitués à mieux, qui aurait pu être dans une zone haute si il n'avait pas eu une saison 2024 aussi compliquée, sachant que la 2023 n'était pas non plus oufissime. C'est une fac qui a l'habitude de nous montrer de belles choses pourtant en Big 12, notamment au niveau offensif en général, c'est Texas Tech. Texas Tech de Team Tadlock. Vous savez, Team Tadlock, enfin vous savez peut-être pas, mais Team Tadlock c'est un peu ce, ce, ce coach qui est réputé pour son offense. À chaque fois qu'on a une mouture de Texas Tech, on regarde souvent leur match, puisque on sait qu'on va en avoir pour notre argent. Offensivement. Défensivement, c'est peut-être moins le cas. Je rappelle d'ailleurs que Texas Tech, hein, c'était la fac des frères Jung, hein, Jace et Josh Jung. Donc voilà pour la petite histoire. Mais pas que, hein, c'est une fac qui a eu et qui a pu produire beaucoup de joueurs référencés.
Et encore une fois, quand on regarde ces joueurs-là dont je viens de parler, on pense à quoi? On pense à leur offense avant tout. Euh, Ce qui est intéressant pour Texas Tech, c'est que normalement la recette, on la connaît déjà et ça devrait encore être le cas, même s'il y a eu quelques départs, un peu comme à chaque fois. Euh, je sais que on parle beaucoup de joueurs comme Damien Bravo, TJ Pompey. Donc ce sont des joueurs qui reviennent et qui vont un peu encadrer ce line-up super puissant. Par contre, il y a des joueurs qui arrivent, et notamment il y en a un dont on entend beaucoup parler, c'est Kendall Johnson. Alors moi personnellement je le connais pas, mais je sais que j'avais lu dans les rapports que c'est quelqu'un d'assez attendu et pas juste des baseball pour le coup. Donc on va voir ce qu'il peut donner, ce qu'il peut amener euh, du côté de Lubbock. Le problème pour Texas Tech, comme chaque saison, tout simplement, c'est de voir est-ce que on va avoir un pitching staff qui peut limiter au moins la casse. J'aime bien cette stat qui dit que voilà, même s'ils ont jamais, enfin même si même en 2019 c'est la dernière fois qu'ils sont allés au College World Series, ils n'avaient pas non plus un IRA incroyable, ils avaient un IRA de 4.01, ce qui est somme toute solide au niveau du college baseball, et ils avaient un fielding percentage de .976, qui n'est pas le plus exceptionnel mais qui est quand même bon, surtout pour du college baseball. Ils n'ont jamais retrouvé de tels chiffres et l'année dernière, ils avaient un IRA à titre de comparaison de 6,19, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et le fielding percentage était descendu en dessous, en deçà des points 970, un peu c'est cette ligne de flottaison que l'on démarque à chaque fois. Donc, est-ce qu'on va pouvoir retrouver un peu un pitching staff solide à défaut d'avoir beaucoup de talent? C'est un peu la question puisque encore une fois en termes d'offense on devrait retrouver ce qu'il faut. On a donc ce fameux Damien Bravo. Damien Bravo il est junior cette saison donc il va être éligible à la draft. C'est un joueur que l'année dernière en tant que sophomore avait notamment montré de belles choses, notamment en moyenne à la batte, 1.378. Euh, je pense aussi que ce que j'avais lu c'est que c'était une machine à double. C'est une machine à frapper des extra base hits, notamment des doubles en fait. Donc, on va voir ce qu'il est capable de faire. On va voir aussi si physiquement il va pouvoir tenir. L'année dernière, il a quand même eu des petites blessures qui lui ont fait louper 12 matchs, ce qui n'est pas rien. C'est le principal joueur dont j'ai envie de parler. Sachant que j'ai également parlé de Pompey qui revient, lui pour le coup il était freshman l'année dernière. L'année dernière il termine avec 10 home runs, 12 bases volées, 49 points produits en 54 matchs joués et débutés. Il a donc eu un OPS notamment de .905, ce qui est quand même super intéressant pour un freshman, hein. Ça montre vraiment le potentiel qu'il a. Euh, c'est un joueur qui devrait se retrouver plutôt dans la outfield au niveau défensif et on attend beaucoup de choses pour sa saison sophomore, voir s'il est capable de confirmer. Voilà pour Texas Tech. Je sais que ils parlent beaucoup du fait qu'ils ont essayé au moins d'ajouter de la profondeur dans le pitching staff, mais j'ai pas vu de nom en termes de performance qui sort du lot. Donc clairement, on va continuer à regarder l'offense. On va espérer que le pitching staff soit pas en deçà, trop en deçà des moyennes, et également que le fielding percentage s'améliore. Parlons d'un autre programme qui a changé d'orientation et qui a mis les bouchées doubles pour devenir un programme un peu plus successful, c'est Kansas. Kansas est bien sûr bien connu pour son équipe de basket, c'est vrai. Mais au niveau du baseball, ils essayent un peu de changer la tendance et depuis 3 saisons, je pense qu'il est arrivé il y a 3 ans, hein, Fitzgerald, ouais, c'est ça, il y a 3 ans, on voit directement un impact. La saison dernière, ça a été encore une saison très intéressante. Ils ont terminé avec un bilan au global de 31 victoires, 23 défaites. Un bilan de conférence pile à l'équilibre, 15-15. Et ce que continue à faire Fitzgerald et son staff, c'est de cibler en fait de l'expérience. Ils travaillent beaucoup, notamment via le portail de transfert, pour ramener des joueurs qui peuvent amener encore plus d'expérience. Mais même si là je parle d'expérience, ce qui est intéressant, parce que là j'ai pas envie de me focus sur l'offense pour Kansas, l'offense de Kansas devrait être intéressante, notamment grâce à cette expérience amenée. Ce qui m'intéresse, c'est de parler d'un joueur en particulier, c'est Dominique Vogel. Dominique Vogel, si je dis pas de bêtises, l'année dernière il était freshman et il a été freshman de l'année en Big 12.
Il va être clairement l'ace, ou en tout cas l'un des starters de cette rotation. Et l'année dernière, ses chiffres, c'était quand même 3,89 d'IRA, 80 strikeouts, et le tout en 81 manches lancées. Donc c'est aussi une saison très importante pour lui, puisqu'il va falloir confirmer. Et en plus de confirmer, ça va lui permettre peut-être de se poser là en tant que potentiel prospect pour les drafts à venir. Je pense notamment à s'il cible une draft comme la draft 2026. Donc on va voir ce qu'il va être capable de faire cette saison. Sachant que, pour vous donner quelques chiffres sur, voilà, puisqu'on parle en mode prospect, donner quelques chiffres rapidement, c'est un joueur qui a une balle rapide qui peut aller jusqu'à 96 miles par heure. Il a également de la balle cassante, il a de la change-up, et apparemment sa change-up c'était son pitch, enfin son lancer le plus faible, mais apparemment il a progressé d'après les Fall Reports là-dessus. Donc ça peut être un joueur à 4 pitch, voilà, un starter à 4 pitch, ce qui est quand même intéressant. À voir comment il va pouvoir dynamiser un peu le tout et piéger ses adversaires, mais en tout cas ça va être le principal voilà, atout de Kansas pour moi. Ça va être un peu le maître étalon pour savoir si Kansas va avoir une saison positive ou non. On va parler d'une nouvelle venue, on va parler d'une fac historique, une des facs les plus titrées du college baseball. On va parler, vous l'avez compris, d'une des deux facs d'Arizona, et donc on va commencer par Arizona State. Arizona State, comme je l'ai dit, c'est une fac historique qui a aussi beaucoup produit pas mal de prospects. Par exemple, si je vous dis Barry Bonds, pour ne citer que lui, bah voilà. Euh, c'est une fac qui était quand même en perte de vitesse sur ces dernières saisons, et je pense il est arrivé, alors lui aussi je me rappelle plus si c'est 2020 ou 2021, mais Willy Blanco c'est arrivé un peu en mode pompier de service, lui qui est un ancien, donc un alumni d'Arizona State, pour pouvoir relancer un programme qui était voilà, un peu plus dans le dur. Ce qui est intéressant, c'est que il a relancé un peu la machine, et notamment ça s'est vu la saison dernière, puisque pour la dernière saison Pac-12 d'Arizona State, il termine avec un bilan de 32 victoires, 26 défaites, 17-13 dans la conférence. Des choses très intéressantes, surtout quand on regarde en termes de line-up, et ça devrait être encore le cas cette saison. Par contre, ce qui est là où le bas blessé depuis son arrivée, c'était tout simplement le pitching staff qui était toujours voilà, en déliquescence ou en délicatesse avec voilà, ses facultés. L'année dernière, on va dire que ça s'est pas très bien passé. Leur IRA d'équipe c'était 6,58. Ils étaient quasiment à la 200e place du college baseball en termes de NCAA D1. Donc ce qu'on espère, c'est tout simplement que voilà, les ajouts vont permettre on va dire, stabiliser un peu tout ça. Et puis aussi et surtout qu'on va avoir des progressions. Par exemple, quand j'y ajoute, il y a un transfert, c'est Manny Garza qui vient de Rice. On va voir ce qu'il va pouvoir donner dans ce pitching staff. Quand je dis les progressions, il y a leur sophomore, Bodie Briggs. Et puis, on va pas oublier l'expérience, puisque, excusez-moi, en termes d'expérience, ils ont quand même Josiah Cromwick, qui est quand même un 5-year senior, c'est-à-dire que c'est un senior qui a 5 ans, vous savez, avec cette extra année d'éligibilité notamment. Il est toujours là, et on va espérer que justement ce groupe, qui pour la plupart reste inchangé avec quelques ajouts, va être voilà, encore plus expérimenté, va avoir appris de ces dernières saisons, de ces dernières campagnes un peu plus chaotiques, pour pouvoir aider un line-up qui pour le coup va devoir, va savoir être très intéressant. Ce line-up, tout simplement pour moi, il est highlighté par Junior Brandon Compton. L'année dernière, c'est 14 home runs. Je pense que c'est un redshirt en freshman, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il a été redshirt en freshman en 2023. Donc en 2024, c'était du coup un sophomore ou redshirt. Oui, c'est ça, un sophomore. On va faire au plus simple. Et il a été très 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 bon. C'est un joueur très dynamique. Au niveau offensif, comme j'ai dit, voilà, 14 home runs. Pour une première vraie saison, c'est vraiment intéressant. Et surtout, c'est que lui aussi, il devient junior donc cette saison, et en étant junior cette saison,
il peut pourquoi pas aspirer à montrer le bout de son nez vis-à-vis d'une draft. Donc ça peut être très 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 intéressant. Je sais d'ailleurs que pendant la Cape Cod League, puisqu'il faisait partie de ces nombreux joueurs qui ont été en Cape Cod cet été, enfin l'été 2024, il a continué à montrer ce dont il est capable. Peut-être un dernier joueur dont on peut parler, puisqu'on parlait de pitching, on peut quand même parler de Ben Jacobs, puisque pour le coup, Ben Jacobs c'était un peu la satisfaction la saison dernière. C'est un lanceur gaucher, starter, il était devenu ace au bout d'un moment, parce que c'était le joueur le plus constant de cette équipe. C'était peut-être pas le meilleur IRA du monde, mais par contre c'était un joueur qui a été capable de strikeout beaucoup de batteurs adverses. En témoigne 102 strikeouts en 66 manches. Donc on va espérer qu'il continue à faire montre de tout ça et pourquoi pas aussi montrer peut-être un peu plus de consistance pour pouvoir avoir un IRA propre à un ace et un peu de ses facultés, de sa capacité à tenir ce rôle-là va dépendre un peu de la bonne marche d'Arizona State. Mais en tout cas, ça reste de la zone moyenne, puisque, encore une fois, il y a ce pitching staff qui est cette fameuse grosse interrogation, mais il y a quand même beaucoup de positifs et beaucoup d'optimisme à l'orée de cette saison. Voilà pour ceux que je considère comme étant la zone moyenne. Pour moi, là, on entre dans la zone haute avec l'équipe dont je vais parler juste maintenant, sans transition, puisqu'on va parler de West Virginia. West Virginia va devoir, entre guillemets, sécher ses larmes. Ils ont réussi de très très belles campagnes, notamment une campagne 2023 où ils ont host un regional, une campagne 2024 où ils ont gagné un regional, et c'était pour la première fois de l'histoire du programme. Et West Virginia, il faut savoir que, pourquoi je dis ils vont sécher leurs larmes, c'est parce que leur coach emblématique du coup de cette mise en place, coach Maisy, est parti, tout simplement. Il a pris sa retraite, après donc une dernière année vraiment exceptionnelle. Comme je l'ai dit, ils ont réussi à gagner un regional. Ils ont perdu 2 victoires à 1 face à North Carolina dans le Super Regional de Chapel Hill. Et il faut le dire, les matchs étaient incroyables. Je pense que entre Evansville, Tennessee, bon c'était incroyable parce que c'était un peu Coupe de France, quoi, petit poussé qu'on n'attendait pas face à l'ogre. Et ça a été serré. Mais en termes de match à match et donc de série de Super Regional, je pense que cette série entre North Carolina et West Virginia, c'était peut-être la plus serrée. Il y a eu celle d'Oregon aussi, enfin celle d'Oregon face à Texas A&M était en fait explosive avec des retournements de situation, mais par contre en termes de vraiment serré, je dirais que North Carolina, West Virginia, ça se posait là. Et West Virginia aurait espéré aller au College World Series pour la dernière de Randy Maisy, ça s'est pas fait, et donc encore une fois, voilà, une belle carrière de coach avec West Virginia, parce qu'il a tenu 12 ans là-bas, et en 12 ans, West Virginia est passé d'un no-name en termes de college baseball à une équipe qui est devenue un contender régulier en Big 12, surtout sur les 2-3 dernières saisons de son règne, on va dire. Donc, exit coach Maisy, mais c'est pas le seul exit, puisque là c'est un peu plus normal, avec le college baseball, il y a des joueurs qui viennent et qui partent. JJ Wetherholt, dont je vous parlais depuis 2023, je pense que je vous en parle, puisqu'en 2023 c'est sa breakout year, et ensuite 2024 on espérait beaucoup, mais il a été longtemps blessé. Il est parti à la draft, il a été drafté en 7ème position, ce qui est logique compte tenu de son potentiel. Et donc, en fait, West Virginia va repartir avec un groupe qui est amputé de Wetherholt, qui est aussi amputé de Rich Shumley, il ne faut pas l'oublier, mais par contre, il y a quand même 7 joueurs qui faisaient partie de ce line-up qui sont de retour. Ça montre en fait qu'il y a quand même une certaine, on va dire, comment je peux dire ça, une certaine continuité, et ça pourrait aider en fait pour une équipe qui a montré beaucoup de dynamisme l'année dernière au niveau offensif, puisque c'est une équipe qui avait terminé avec 91 home runs et aussi avec 88 bases volées. Donc voilà, un groupe expérimenté, de la continuité. En termes de pitching, j'ai envie de dire que le problème c'est surtout les départs, puisque la plupart des lanceurs de West Virginia, eux, sont partis. Donc pour le coup, il y a un rebuild à faire en même temps qu'il y a un nouveau coach qui arrive, qui est Steve Sabins. C'est peut-être ce qui fait que
dans si vous voyez par exemple des rapports ou d'autres choses de sites sérieux, ils seront peut-être pas vus parmi les favoris de cette Big 12, mais moi je considère que l'expérience vécue, les retours malgré tout, notamment en termes de line-up, ils ont quand même quelques lanceurs qui sont toujours là, et puis ils ont quand même recruté. Bah, tout ceci fait que j'ai envie de dire, il y a toujours de l'optimisme. Euh, je pense que cet optimisme, il est highlight par deux joueurs principaux. Le premier, on va dire que c'est un lanceur. Euh, Ce lanceur, c'est Chase Meyer. Chase Meyer, c'est quelqu'un qui a montré beaucoup de choses que les scouts aiment, notamment en termes de balle rapide, parce qu'il avait une balle rapide qui montait dans les 97-98 miles par heure. Son problème, bah, c'est qu'il est peut-être pas aussi bon en termes de commande, en termes de pitchability, on va dire. Mais par contre, il a potentiellement un mix entre donc cette balle rapide très rapide, sa curveball qui est apparemment très intéressante, et donc une slider qui a posé beaucoup de problèmes sur certains match-up. Bah, en termes de progression, on espère que la progression est là et qu'il va être justement un peu ce fer de lance de ce qui peut se faire en termes de pitching du côté de West Virginia. L'autre joueur dont j'ai envie de parler, c'est Logan Sauve. Logan Sauve, c'est peut-être pas le joueur le plus incandescent, c'est peut-être pas la star dont on parle le plus souvent, mais c'est un joueur très solide, c'est un catcher qui l'année dernière a quand même aussi été bon offensivement, parce qu'il a terminé avec un OPS de .862. Et ça va être très important que ce joueur se mette en route, parce que si un joueur tel que lui se met en route avec le reste du potentiel du line-up, on peut avoir encore une fois une équipe de West Virginia qui va être très 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 intéressante et très difficile à battre, tout simplement. Donc c'est tout ce que je peux espérer pour West Virginia. On va voir comment l'an 1 après Randy Mazie se passe et on va passer nous à la suite. Là, on entre carrément sur les potentiels favoris. Maintenant que Oklahoma et Texas ne sont plus là, bon bah TCU, Arizona et Oklahoma State sont clairement favoris de cette Big 12 à l'orée de la saison. On va commencer par TCU. L'équipe de Kirk Saarloos est une habituée des winning sheets, on va dire, c'est-à-dire d'avoir des saisons régulières victorieuses. En 3 saisons en remplacement de... Pourquoi j'ai des trous comme ça? Je suis un fou. Jim Schlossnagel, bien entendu. J'ai eu un trou incroyable. Pourtant, on en a parlé et reparlé, notamment par rapport à ce qu'il a fait avec Texas A&M en les amenant en finale, mais après alors qu'il était venu normalement pour construire un programme victorieux et que ça s'est bien passé sur les 2 saisons, 2 ou 3 saisons, 2022, 2023, 3 saisons, pardon, 2022, 2023, 2024. Les 3 saisons où il est resté sur le banc de Texas A&M, il a plus que redressé ce programme, mais il est parti un peu... on va dire qu'il y a un peu d'amertume dans son départ du côté maintenant d'Austin, donc du côté de Texas. Et donc pourquoi je parle de lui? Parce que justement Kirk Saarloos l'a remplacé, puisque Schlossnagel c'était le coach légendaire de TCU des années 2000-2010. Il a fait un peu la même chose avec TCU, parce qu'il est parti un peu je vais pas dire comme un voleur, puisqu'on va toujours quand même garder le positif et ce qu'il a fait de TCU, mais il est parti un peu de la même manière entre TCU pour Texas A&M et maintenant Texas A&M pour Texas. Mais bref, on parle pas de lui maintenant, puisque là on parle de Kirk Saarloos, que des saisons positives. Je pense qu'au global il doit être en 115 victoires et une soixantaine de défaites. Il a eu aussi pas mal de joueurs pour l'aider. Là je regarde encore un peu le line-up qu'on devrait avoir cette saison, c'est encore du lourd. Au niveau des pitchers aussi, c'est plutôt du lourd, même du très lourd pour certains. Et on va en reparler tout de suite. Ce groupe-là, clairement, c'est un groupe qui a des aspirations. C'est un groupe qui a des aspirations claires, c'est un groupe qui voudrait un peu rejoindre ce groupe de TCU qui allait régulièrement en College World Series de 2014 à 2017. Et c'est un groupe qui voudrait donc un peu aussi imiter la classe de 2023 qui était partie, je vous rappelle, c'était les Braden Taylor et compagnie, qui était partie quand même jusqu'au Super Regional, si je me rappelle bien. Est-ce qu'ils étaient même partis à Omaha? J'ai un trou par rapport à Omaha, mais je sais que c'était au moins Super Regional. Donc, je pense même que c'était Omaha. Je pense que c'était Omaha parce que si vous vous rappelez, moi je me rappelle un peu, pour le coup, on disait, on a une équipe, ils avaient fait un peu une all miss, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de saison régulière en Big 12, c'était plutôt décevant compte tenu du potentiel qu'ils avaient sur le terrain. Et d'un coup, fin de saison régulière,
tournoi de Big 12 et après tournoi national, ils étaient en feu. Ils étaient en feu et ils sont allés jusqu'à voilà, ils sont allés parce que c'était la même année bien sûr que le LSU Wake Forest dantesque qu'on a eu, c'est la même année que voilà la finale Paul Skeens, Dylan Cruz et compagnie qui allaient face à Caglione, Wyatt Langford de côté de Florida. Donc bref, tout ça pour dire que oui, TCU avait fait une grosse saison 2023 et malheureusement le groupe 2024 ça s'est pas si bien passé que ça. Ça avait très bien commencé puisqu'ils avaient commencé par 13 victoires et aucune défaite, et d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont vraiment, vraiment lâché. Euh, Ce qui est important à noter, c'est qu'ils avaient des joueurs notamment comme Peyton Tolley, qui a d'ailleurs été drafté. Bah, c'est des joueurs qui ont un peu tenu la baraque, mais qui n'ont pas pu masquer les faiblesses du reste du pitching staff. Là, ce qui va être intéressant pour eux déjà, si on... Excusez-moi pour le petit bruit. Si on regarde bien, c'est qu'ils récupèrent... Enfin, ils récupèrent. Ils vont pouvoir jouer avec des joueurs revanchards pour certains, que ce soit en line-up, et des pitchers qui vont être capables de montrer des choses. Je pense notamment à Ben Abelt. On peut commencer par lui, puisque Ben Abelt, en carrière, c'est 2,81 d'IRA. L'année dernière, je pense qu'il était à 1 et quelques d'IRA carrément. C'est un joueur dont on va avoir beaucoup de choses sur les épaules. Ça va être clairement l'ace de TCU cette saison. Mais au-delà du pitching dont on va espérer beaucoup de choses, il y a Ben Abel, il y a Caedmon Parker qui va devoir montrer en tant que junior, sa redshirt junior, que ce qu'il a montré sur un faible échantillon, il va être capable de le montrer en tant que starter pour cette saison, qu'il est capable de tenir ce rôle-là. L'année dernière c'est 3 diarrhées, mais c'était plutôt un releveur. Il a quand même starté 4 matchs, je pense. Ben Abel, c'est le même principe. L'année dernière c'est 1,83 diarrhées, 8 saves, mais c'était plutôt un releveur slash carrément closer, même s'il a commencé un match. Vous savez, souvent, comme je dis, quand on a des pitchers, notamment jeunes, qu'on veut petit à petit intégrer dans des rotations au niveau du college baseball, au lieu de les griller, on les met en starter de midweek, c'est-à-dire des matchs de hors conférence, milieu de semaine, pour pouvoir les faire travailler. Ils ont d'autres joueurs qui pourraient, comme Trevor Baumler, le freshman, ou comme Tommy Lapour. Tommy Lapour, c'est un transfert qui vient de Wichita State, donc la fibre Wichita State TCU continue après Peyton Tolley. Euh, c'est un joueur qui, pour le coup, a lui été à une expérience de starter en tant que true freshman du côté de Wichita State, parce que l'année dernière, c'est 4,25 d'IRA en 16 starts, 78 manches lancées notamment, 69 strikeouts pour 37 walks, donc c'est pas un très très bon ratio, mais il était true freshman, cette année il est sophomore, donc on va voir ce qu'il va être capable de faire. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir un peu le groupe revanchard en termes de line-up, puisque quand on regarde le line-up, il est très très lourd. Il y a eu des pertes, c'est normal, mais on a des joueurs comme Anthony Silva qui va avoir une carte à jouer, notamment vis-à-vis de la draft, potentiellement après une saison sophomore assez décevante. On a des joueurs comme bien sûr Carson Bowen, le catcher junior, qui est capable, non seulement derrière le marbre, mais aussi au niveau offensif, d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est peut-être pas le gros receveur offensif, non, mais il est capable dans un line-up potent d'amener sa pierre à l'édifice. Et puis il y a des transferts qui vont être intéressants à regarder. Je pense notamment à Cole Kramer qui vient de Wazoo, Washington State. L'année dernière, quand même, c'est sur peut-être euh, pas mal de matchs, une belle moyenne, .345, un swing percentage de .487. C'est un joueur peut-être qui a été peut-être un peu beaucoup strikeout, mais qui est capable de montrer peut-être pas de la discipline, mais une force de contact à la batte. Et on va espérer peut-être qu'il amène un peu plus de puissance pour pouvoir aider ce groupe qui est quand même assez expérimenté euh, en termes de global. Par contre, quand on parle de line-up projeté, on aura principalement en termes d'expérience des juniors. Sinon, ça sera sophomore et freshman. Il y aura un seul senior, c'est justement Cole Kramer dont je viens de parler qui vient de Wazoo. Mais normalement, la plupart du temps, on aura plutôt des joueurs comme Chase Brunson qui l'année dernière a un peu appris, j'ai envie de dire, dans le dur, même si ça n'a pas été non plus une saison catastrophique, mais ça a été une saison vraiment d'apprentissage. Sam Myers, ça a été intéressant, lui aussi, mais pareil, saison d'apprentissage. Surtout, moi, ce que je regarde pour ces joueurs-là, c'est arriver à faire baisser, à faire pencher la balance walk strikeout rate un peu plus vers quelque chose de plus équilibré. Parce qu'au global,
AE2, c'est plus de 320 de moyenne à la batte, c'est quasiment 400 d'OBP AE2 et c'est plus de 460 de slugging percentage AE2 l'année dernière. Donc voilà. Donc avoir la production qu'ils vont être capables d'amener maintenant avec un rôle plus établi. Le dernier joueur dont j'ai envie de parler pour TCU, c'est le JUCO qui vient de Paris. Paris, pour le coup, c'est Texas également. C'est Preston Gamster. C'est un joueur qui a été très potent en JUCO, mais encore une fois, avec les JUCO, on veut toujours voir un peu cette transition. Mais s'il est capable d'amener ce qu'il a amené en JUCO, alors il pourrait aussi pouvoir tirer son épingle du jeu en termes de se montrer. Voilà, il y a toujours ce jeu quand on est junior de se montrer, pourquoi pas vis-à-vis d'une draft. Parce que la draft, ça ne se limite pas à être un top prospect, il y a beaucoup de tours, comme vous le savez, donc il y a toujours de la place pour pouvoir être drafté quelque part. Voilà, ce qui a noté pour TCU. Donc on a encore une fois un groupe très sérieux, un groupe revanchard aussi par rapport à une saison dernière qui s'est malheureusement mal terminée. Et avec tout ça, je vois TCU assez haut en Big 12. Parlons d'Arizona maintenant. Arizona, ils arrivent dans une nouvelle conférence, donc il y aura peut-être cette adaptation, notamment à voir comment ça va se passer. Je le rappelle, c'est une équipe historique du college baseball. C'est une équipe qui, même sur des saisons où on parle pas tant que ça d'eux, ils vont quand même au tournoi national, ils vont loin, ils sont en haut de la Pac-12, ils vont assez loin. Je rappelle qu'ils sont allés à Omaha il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2021. L'année dernière, encore une fois, c'était une très belle saison de leur part. Je pense que l'année dernière, d'ailleurs, c'était des autres, si je me rappelle bien. Donc voilà, ils sont sur 4 regionals d'affilée, c'est-à-dire 4 fois qu'ils sont allés au tournoi national d'affilée. Voilà, il n'y a pas de panique à bord. Il y a toujours des gros prospects quand on regarde Arizona. Chip Hale, qui est là maintenant depuis 3 saisons, a un bilan quand même plutôt dans la continuité de ce qu'on peut voir du côté d'Arizona à chaque fois. Et clairement, il y a du star system. Le premier joueur dont on peut parler forcément, c'est Mason White, le shortstop, junior. L'année dernière, c'est 19 home runs, 10 doubles, 65 points produits. Peut-être un peu trop de strikeouts, c'est là où le bas blesse. En .305 de moyenne à la batte, .392 d'OBP, .603 de slugging percentage. Donc voilà, c'était du très très lourd. C'est pas le seul qui revient, c'est pas le seul dont il faudra faire attention. Il y avait des joueurs quand même qui étaient très intéressants. Brilliant Summerhill, l'année dernière c'est 8 home runs, 18 doubles, .324 de moyenne à la batte, .399 d'OBP, .550 de slugging percentage. Donc ça se pose là aussi en termes de chiffres. Et derrière un ratio strikeout walk intéressant, quasiment à l'équilibre. Il y a des joueurs aussi qui vont avoir un rôle accru. Je pense à Andrew Kane, le sophomore. Les derniers en tant que freshman, c'est quand même 5 home runs, 8 doubles, 23 points produits. Sachant qu'il a eu quand même beaucoup moins de plate appearances que ses congénères. Et surtout, ce qui est intéressant en termes de stats, c'était .290 moyenne à la batte, .357 d'OBP, .520 de slugging percentage. Mais ça commence même du catcher, parce que Adonis Guzman, c'est un joueur à ne pas sous-estimer. C'est peut-être pas le plus gros joueur offensif, mais c'est un joueur qui est capable d'avoir la discipline. En témoigne son bon ratio strikeout, but sur balle, positif du côté du nombre de buts sur balle qu'il a provoqué. Une belle patience, pas assez de puissance peut-être, si on veut chipoter, mais voilà, c'est un joueur qui est là où il faut pour une équipe comme Arizona. Il y a des joueurs seniors aussi qu'il va falloir continuer à surveiller. Je pense notamment à Garen Caulfield. C'est le genre de joueur dont on parle jamais beaucoup, mais c'est des joueurs très 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 importants dans un groupe de college baseball. C'est des joueurs même qui auraient pu être draftés. Je me rappelle pas s'il a été drafté, mais qu'il a refusé par contre, ou s'il n'a pas été drafté du tout. Mais l'année dernière, pareil, en termes de moyenne à la batte, c'est .310, .391 d'OBP, .469 de slugging percentage. C'est peut-être pas des gros chiffres en termes de totaux, mais encore une fois, c'est un joueur très important pour aller sur base, pour travailler sur base, pour amener aussi un peu de chaos s'il le faut. Donc c'est très sérieux, c'est expérimenté, puisque dans les projected line-up, pour l'instant, il n'y a que Andrew Kane, encore, ce serait plutôt en mode DH, et peut-être Easton Brayfogle, qui seraient des starters en dessous du junior pour le line-up. Le reste, c'est minimum junior, voire senior. En termes de pitching, peut-être c'est là où il y aura plus de questions, puisqu'on a beaucoup de transferts pour le coup, pour reconstruire une rotation notamment. La seule pièce sûre, c'est Casey Ince, mais lui pour le coup c'est un closer. Le junior l'année dernière c'est 4-13 d'IRA. C'est un pur closer, 2 saves notamment, il a 3 victoires, une défaite.
C'est peut-être pas le meilleur pitcher du monde, mais il est important. Notamment, il a été capable quand même de strike out 24 joueurs en 32 manches, donc ça a été intéressant. Mais le reste, c'est du transfert dans ce qu'on parle, quand on parle notamment de rotation, puisque que ce soit l'Ace projeté jusqu'au, on va dire, au troisième joueur du week-end, c'est que du transfert. On a en projeté Colin McKinney qui vient de Baylor, et je vous dis, son IRA n'était pas ouf, hein, c'était 6,70 d'IRA l'année dernière. Euh, 14 matchs commencés, mais il n'a lancé que 50 manches. Donc ça montre que voilà, il a eu du mal à terminer les matchs. C'était pas c'était pas un mangeur de manches comme on dit. Euh, c'est un sophomore, donc on va voir est-ce qu'on espère vraiment avec le développement de côté Arizona et puis ce côté breakout year potentiel qu'il va être vraiment là où ils espèrent, puisque voilà, il tient quand même dans sa main un peu le rôle de potentiel ace, donc c'est pas rien. L'autre lanceur transfuge principal, c'est Christian Coppola qui vient de Rutgers. Lui, c'est un junior, mais l'année dernière, pareil. 12 matchs commencés en 12 apparitions, mais c'est que 43 manches lancées au total et un IRA de 7,63. Donc on va voir ce qu'il va être capable de donner. Je sais qu'on parle aussi de Jack Bear qui vient du JUCO, qui vient de Tacoma. Donc voilà, ça va être compliqué de voir exactement ce qu'il est capable d'apporter. Et puis Michael Hilker, que je ne connais pas, qui vient pas a priori aussi du JUCO, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai pas ses chiffres en soi, je sais qu'il a quand même lancé pour 89 manches. Et en 89 manches, il avait 119 strikeouts pour 18 walks seulement. Donc, à voir comment ça se traduit au niveau D1 baseball. Mais c'est clair que si on regarde le pitching staff au global, c'est là où les points d'interrogation planent. Mais comme assez souvent ces dernières années quand même pour Arizona, ils ont malgré tout toujours été assez bons dans le reste du jeu, que ce soit en termes de fielding défensif, en termes de line-up offensif, pour pouvoir continuer à être potent. On va finir par Oklahoma State. S'ils n'avaient pas perdu leur rotation de la saison dernière, ça allait clairement être les favoris. Je rappelle qu'il y avait quand même Carson Benji notamment, drafté par les Mets. Mais pas que, il y avait également Brian Holiday, Sam Garcia. Je rappelle que à E3, c'est 3 et quelques diarrhées à peine. Carson Benji, bon, pour le coup, il a commencé comme closer. Il a surtout starté pour remplacer des blessés. Et en 4 starts, plus ses 3 saves en tant que closer et la production en tant que two-way player, parce qu'il faut pas oublier que c'est un two-way player, bah, c'est des choses qu'il va falloir remplacer. Peut-être pas l'aspect two-way, mais je veux dire l'aspect pitching, surtout en termes de rotation. Euh, c'est la principale question, puisque quand on regarde le reste, c'est quand même impressionnant. Je rappelle quand même que si on quitte la rotation pour aller du côté du line-up, on a pas mal de joueurs qui reviennent et des joueurs qui ont été très productifs. Déjà, il y a Nolan Schubert qui est l'un des gros prospects, l'un des top prospects de la draft qui arrive. Je rappelle que l'année dernière, en tant que sophomore, c'est 23 home runs, 10 doubles, 68 points produits, .370 de moyenne à la batte, .513 d'OBP, .838 de slugging percentage. Le seul problème avec lui, c'est sa discipline, puisque c'est quelqu'un qui avait quand même un ratio but sur balle à strikeout de 49-62, c'est-à-dire beaucoup plus de strikeout, et 62 c'est quand même assez euh, important, j'ai envie de dire. C'est peut-être là le petit bémol. Il va falloir qu'il montre un peu plus, un côté un peu plus polished, si je veux faire de l'anglicisme. Mais en tout cas, voilà, on a une potentielle star. Déjà, c'était déjà une star l'année dernière en Big 12 et une des stars de la nation. Bon, bah voilà, à voir ce qu'il va être capable de nous montrer encore plus cette saison pour pourquoi pas briguer une première partie de premier tour de draft. Tout simplement, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. C'était pas le seul joueur productif, puisque je rappelle quand même que Avery Ortiz, qui était true freshman l'année dernière, c'est 9 home runs, 9 doubles, 34 points produits, presque 450 de slugging percentage. Colin Bregman, Ian Doherty, c'est des joueurs aussi qui ont frappé pour, comment je peux dire ça, au moins 10 home runs la saison dernière, 10 pour le catcher Doherty et donc 14 pour Bregman le first base, et ce sont des seniors, donc ça amène encore plus d'expérience. Je rappelle qu'à eux deux, ils combinent, si on fait la moyenne, en termes de slugging percentage, c'est 509.509 de slugging percentage. Donc voilà, c'est très potent. Aiden Meola, lui aussi, 10 home runs, 12 doubles, .590 slugging percentage, .329 de moyenne à la batte, .416 d'OBP. Ça se pose là. Donc quand vous voyez et quand vous écoutez ces nombres, c'est assez affolant.
À côté de ça, il va y avoir des joueurs comme par exemple Colin Ritchie qui va devoir maintenant s'affirmer en tant que centerfield titulaire, en tant que sophomore du côté de Oklahoma State, et pourquoi pas amener encore plus de production offensive s'il en est capable. Et puis on n'oublie pas qu'il y a des transferts comme Jason Jones qui vient quand même d'Arkansas. Il n'a pas eu beaucoup de place à Arkansas et c'est pourquoi il vient à Oklahoma State pour se relancer en tant que junior. Mais c'est un joueur qui va être capable aussi d'amener son expérience de la SEC en Big 12. Donc vraiment, c'est du très très lourd. Encore une fois, le petit problème, ce sont les interrogations qu'on a, puisque du coup, ils doivent travailler avec pas mal de remplacements en termes de pitching, notamment pour la rotation. Donc ce qui est projeté pour l'instant, c'est Harrison Bodenford, le transfert d'Hawaï. L'année dernière, c'est 4,61 d'IRA. C'est 11 games startés pour 56 manches lancées. Donc il n'y a peut-être pas un gros échantillon. Le joueur moi que j'attends le plus pour le coup, c'est Mario Pesca, qui est a priori considéré comme un starter, mais plutôt du dimanche, donc le troisième larron de la rotation du week-end. L'année dernière, c'est 2,96 d'IRA, 15 matchs commencés, 76 manches lancées, donc là il y a quand même un échantillon plus important. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que il travaille beaucoup dans la zone de strike, il est patient. Alors du coup ces chiffres en termes de sur la carte ne sont pas impressionnants parce que c'était 53 sur la carte sur 76 manches, c'est pas énorme. Le problème du coup c'est que avec cette patience, malgré la patience, au bout d'un moment, quand vous lancez beaucoup dans la zone de strike, dès que vous essayez d'éliminer des joueurs et que vous lancez en dehors de la zone de strike, ils sont pas dupes. Et donc en témoigne le nombre de walks qu'il a quand même généré, 38. Mais malgré tout, c'est un joueur que j'avais pu voir en Big East pour le coup. Euh, et clairement, il a été l'un des artisans de la très bonne saison de St. John's. Donc pour moi, c'est le joueur que j'ai envie de suivre parce que je l'ai vu pour le coup. Harrison Bodenford, pour le coup, il était à Hawaï, j'ai pas pu vraiment le voir. Donc je vous dis vraiment ce qu'il y a en termes de fiches. Et ensuite, on parle de Sean Youngerman qui lui vient du JUCO, si j'ai pas de bêtises. Donc lui, j'ai pas de chiffres sous les yeux. Et pour le coup, pour prendre le rôle de closer à plein temps, ça va être Gabe Davis qui était déjà là. Je rappelle l'année dernière, il était là, il a quand même starté quelques matchs, notamment en milieu de semaine. Il a lancé au total pour 45 manches. Il a eu un IRA de 4,17. On va espérer qu'en tant que closer établi cette saison, il va être capable d'apporter le punch nécessaire pour terminer les matchs. Mais clairement, Oklahoma State, pour moi, ça a l'air d'être le favori quand on regarde un peu les fiches et les comparaisons de tout ce que je vous ai proposé dans cette preview. Malgré tout, ça reste quand même une Big 12 qui paraît sur le papier homogène, parce qu'il y a des équipes comme West Virginia qui pourraient tirer leur épingle du jeu, il y a des équipes que j'ai mis dans la zone moyenne qui pourraient, comme Texas Tech, rebondir, etc. etc. Donc ça me paraît un peu indécis, mais pour moi, il y a des valeurs sûres comme Oklahoma State, Arizona, modulo l'adaptation en Big 12. Et puis West Virginia devrait être pas loin, TCU devrait être aussi là, surtout avec un côté revanchard. Donc voilà. On a une belle Big 12 qui nous attend malgré les départs d'Oklahoma et de Texas encore une fois. Le podcast, je vais le finir là-dessus. Je peux vous donner quelques pronos rapidement si on veut s'amuser un peu. Déjà, il n'y aura pas trop de suspense. En joueur de l'année, je vous mets Nolan Chubar, j'en ai en parlé. Un potentiel premier tour de draft. Un très très bon outfielder, notamment offensivement. La discipline est à travailler pour être sûr d'être vraiment imbattable, tout simplement. Mais voilà. En pitcher de l'année, j'ai envie de partir avec Dominic Voigel. Je vous en ai parlé, le pitcher de Kansas, qui a une belle carte à jouer. En freshman de l'année, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées. Qui est-ce que je peux vous mettre en freshman de l'année? Tiens, un freshman qui pourrait avoir un rôle important. Je réfléchis. J'ai pas trop d'idées, je regarde en même temps, je regarde un peu ce qui se dit à droite à gauche et je meuble en même temps. Je vois que Noah Franco, ouais pourquoi pas. Noah Franco parce qu'il a aussi ce côté two-way player, c'est un joueur du côté TCU qui va peut-être avoir du temps de jeu que ce soit en termes de pitcher parce que c'est un lanceur gaucher mais aussi dans l'outfield, potentiellement apporter aussi de la batte et on va voir ce qu'il est capable de faire à sa sortie de lycée maintenant pour TCU et les Horned Frogs en Big 12. Voilà, je copie un peu ce que je vois là, parce que je vois que Baseball America, d'ailleurs Baseball il parle de lui, et là j'avais pas trop d'idées, je vais pas vous mentir, ça fait déjà plus d'1 heure que je parle, donc voilà, vous pouvez me bouh, mais voilà, c'est la fin du podcast sur ces mots. J'espère que ça va rester assez clair, compréhensif, etc., etc. Encore une fois, cet épisode comme le précédent est chapitré, peut-être que ça va être la même chose pour les autres previews qui arrivent.
Il y aura normalement une preview pour la ACC, une preview pour la SEC, et puis on terminera avec une sorte de preview globale et en même temps attente peut-être sur cette saison s'il y a le temps, puisque la saison arrive très vite. Il y a moyen aussi que le dernier podcast preview commence alors que la saison aura peut-être déjà commencé, je ne vais pas vous mentir. J'ai pas mal d'échéances aussi personnelles, j'ai une petite intervention aussi médicale qui arrive là le 10 février pour vous raconter ma vie. Donc il y a possibilité que aussi sur la semaine du 10 au 14 je sois un peu dans les choux et donc que je ne puisse pas enregistrer du tout d'épisode. Mais en tout cas, je vous dis tout simplement à très bientôt et merci encore une fois pour l'écoute, pour les retours et compagnie, ça me donne de la force. Allez, voilou, ciao. Pretty well hit to center field.